Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque un item absolument incontournable pour les DN, la primo-infection à VIH. L'objectif, il est très clair, maîtriser sur le bout des doigts les manifestations cutanéo-muqueuses pour ne jamais, au grand jamais, passer à côté de ce diagnostic. Savoir reconnaître ces signes, c'est vraiment la toute première étape d'une prise en charge précoce, et ça peut radicalement changer le pronostic immunologique d'un patient. Allez, on est parti. Voilà la question qui doit devenir un automatisme pour vous. Devant une éruption cutanée, avec de la fièvre chez un adulte, la liste des diagnostics possibles est longue, on est d'accord. Mais la primo-infection à VIH doit systématiquement, je dis bien systématiquement, en faire partie. C'est un vrai défi diagnostique parce que le tableau est souvent assez fou, peu spécifique. Notre but aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les clés pour relever ce défi. Pour une maîtrise parfaite de cet item, on va suivre un plan logique et progressif. On commence par la physiopathologie pour bien comprendre le mécanisme du virus, ensuite la clinique pour savoir le reconnaître, puis la stratégie diagnostique pour le confirmer sans aucun doute, on enchaîne avec les diagnostics différentiels pour ne pas se tromper, et on termine avec la prise en charge et une synthèse super dense des points à retenir pour le jour J. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la physiopathologie. Comprendre ce qui se passe dans l'organisme juste après la contamination, c'est fondamental pour pouvoir interpréter la clinique et la biologie. Tout se joue dans ces premières semaines, elles sont décisives. Alors, la primo-infection, qu'on appelle aussi syndrome rétroviral aigu, c'est donc cette phase symptomatique qui suit l'exposition au virus. Premier chiffre clé à mémoriser, plus de la moitié des personnes contaminées vont développer des symptômes. Le piège, et il est de taille, c'est que ces symptômes sont très peu spécifiques, ils miment un banal syndrome grippal. Et l'enjeu d'un diagnostic précoce, il est majeur. Ça permet de limiter la constitution des réservoirs viraux et ça favorise une bien meilleure restauration immunitaire sur le long terme. Les modes de transmission, vous les connaissez, sexuel et sanguin. Mais le point crucial, le truc à bien comprendre, c'est que le risque de transmission est exponentiellement lié à la charge virale de la personne source. Et justement, pendant la primo-infection, cette charge virale explose. Elle atteint fréquemment des millions de copies par millilitre. Cette phase est donc celle de la contagiosité maximale. Et le risque est encore majoré s'il y a des portes d'entrée, typiquement une autre IST qui va créer une inflammation ou des ulcérations génitales. Cette chronologie, c'est vraiment la clé de voûte de la stratégie diagnostique. Après la contamination, le virus se réplique localement, puis il file dans les ganglions lymphatiques et se dissémine massivement dans tout le corps, entre le 4e et le 11e jour. La virémie devient alors détectable par PCR. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les signes cliniques. Mais attention, la sérologie, elle, qui détecte les anticorps, reste négative. C'est la fameuse fenêtre sérologique. Le patient est symptomatique, il est autrement contagieux, mais sa sérologie est négative. C'est un piège classique, et le diagnostic ne peut être fait que par la détection de l'ARN viral. Sur le plan immunologique, c'est une véritable guerre qui se déclare. Le virus cible et détruit massivement les lymphocytes T CD4. En réponse, le système immunitaire déploie une armée de lymphocytes T CD8 cytotoxiques pour tenter de contrôler cette réplication virale. La conséquence biologique directe de ce combat, c'est une chute des CD4 et une explosion des CD8, ce qui conduit à une inversion du rapport CD4-CD8 qui passe typiquement en dessous de 1. Allez, passons maintenant à la clinique. C'est le cœur de l'item, c'est ce qui va vous permettre d'évoquer le diagnostic en premier lieu. Savoir reconnaître les constellations de symptômes du syndrome rétroviral aigu, c'est une compétence absolument non négociable. Le tableau, c'est celui d'un grand imitateur. Dans 90% des cas, on a un syndrome pseudo-grippal avec fièvre, fatigue, douleur musculaire. Le signe qui est le plus évocateur, c'est la polyadénopathie, présente dans 3/4 des cas. Elle est typiquement symétrique. Elle touche plusieurs aires ganglionnaires, avec des ganglions qui sont fermes, mobiles et indolores. C'est le reflet direct de l'intense activation immunitaire dans les ganglions, qui sont de véritables usines à virions à ce stade. Et n'oubliez pas les signes neurologiques, comme un syndrome méningé aseptique, qui ne sont pas si rares. Et voici le chiffre à retenir, le signe d'appel majeur. Dans 60 à 70% des primo-infections symptomatiques, un exanthème cutané est présent. C'est le signe qui, associé à la fièvre, doit faire allumer le gyrophare dans votre tête avec un gros VIH. C'est un réflexe diagnostique à acquérir absolument. Décrivons précisément cette éruption. Classiquement, elle est morbilliforme, c'est-à-dire faite de macules et de papules roses non squameuses. Elle apparaît quelques jours après la fièvre et touche préférentiellement le tronc, le cou et la racine des membres. Un point essentiel, qui est un véritable drapeau rouge, c'est la possible atteinte palmoplantaire. Si vous voyez ça, le différentiel se resserre immédiatement et le VIH, avec la syphilis, passe en tête de liste. L'examen clinique doit être complet. Il faut regarder dans la bouche et sur les muqueuses génitales. On trouve fréquemment un énanthème, c'est-à-dire une éruption sur les muqueuses, ou bien des ulcérations qui ressemblent à des aftes. Ces érosions sont souvent très douloureuses, de grande taille, et peuvent expliquer une odynophagie intense.
Ces ulcérations, on peut aussi les retrouver sur l'œsophage, les organes génitaux ou la marge anale. Ok, la suspicion clinique est là. Le puzzle de symptômes est assez évocateur. Maintenant, comment on passe de la suspicion à la certitude? La stratégie diagnostique doit être rigoureuse, précise, et connaître l'algorithme est impératif. Voici l'algorithme à connaître sur le bout des doigts. On commence systématiquement par un test de 4e génération qu'on appelle combiné, qui recherche 2 choses en même temps, les anticorps anti-VIH et l'antigène P24, qui est une protéine du virus. L'antigène P24 est détectable avant les anticorps, ce qui raccourcit la fenêtre sérologique. Maintenant, l'approche dichotomique. Le test est positif, on confirme par Western blot. Le test est négatif, mais la clinique est très suspecte et l'exposition à risque est récente, alors le réflexe absolu, c'est de prescrire une charge virale VIH plasmatique par PCR. C'est le seul et unique test qui permet le diagnostic pendant la fenêtre sérologique. Ne pas le faire serait une erreur. D'autres anomalies biologiques, non spécifiques, peuvent apporter des pièces supplémentaires au puzzle. Dans la moitié des cas, on observe un syndrome mononucléosique au frottis sanguin, avec de grands lymphocytes hyperbasophiles. Une lymphopénie, qui touche préférentiellement les CD4, est également très fréquente. On peut aussi trouver une thrombopénie modérée ou une cytolyse hépatique. Ce ne sont pas des signes spécifiques, mais leur présence renforce la suspicion clinique. Comme on l'a dit, le syndrome rétroviral aigu est un grand imitateur. Maîtriser ses principaux diagnostics différentiels est donc capital pour ne pas s'égarer et pour poser les bonnes questions cliniques. Alors, comparons méthodiquement les principaux diagnostics différentiels. Premier concurrent, la syphilis secondaire. Point commun, fièvre, adénopathie, exanthème avec possible attente palmoplantaire. Les différences? Le rash syphilitique est polymorphe, d'abord une roséole, puis des papules cuivrées. Et on peut retrouver des signes spécifiques comme des plaques fauchées ou une alopécie en clairière. Deuxième imitateur, la mononucléose infectieuse à EBV ou CMV. Point commun, fièvre, angine, adénopathie, syndrome mononucléosique. Les différences? L'angine de la MNI est souvent pseudomembraneuse, on peut avoir une splénomégalie, et l'exanthème est moins fréquent, sauf si on a donné de l'ampicilline. Troisième piste, la toxidermie médicamenteuse. Là, le contexte est clé, une introduction de médicaments récente. Le prurite est souvent bien plus marqué et on peut avoir une hyperéosinophilie. Enfin, le pityriasis rosé de Gibert, mais lui se distingue par l'absence de signes généraux marqués et son aspect clinique typique avec un médaillon initial suivi d'une éruption en sapin de Noël. Le diagnostic est posé, il est confirmé. Quelle est la conduite à tenir maintenant? La prise en charge a des objectifs très clairs, à la fois pour la santé du patient et pour la santé publique. La règle est simple et absolue. Toute primo-infection à VIH doit être traitée. Un traitement antirétroviral précoce est systématiquement recommandé. L'objectif n'est pas seulement de contrôler les symptômes, mais surtout de réduire la taille du réservoir viral qui se constitue dans les premières semaines. C'est une véritable course contre la montre pour préserver au mieux le capital immunitaire à long terme et aussi pour réduire drastiquement le risque de transmission. Point crucial, ce traitement est initié après la réalisation d'un test génotypique de résistance virale. 2 acronymes à ne jamais confondre. PEP et PrEP. La PEP ou TPE pour traitement post-exposition, c'est un traitement d'urgence. Après une exposition à risque, on le débute le plus vite possible, idéalement dans les 4 heures et au plus tard dans les 48 heures, pour une durée de 4 semaines. La PrEP ou prophylaxie pré-exposition, c'est une stratégie de prévention. Une personne séronégative prend un traitement antirétroviral en continu ou à la demande pour se protéger avant une exposition potentielle. Le traitement de référence pour les deux est une association de tenofovir et d'emtricitabine. Alors là, attention, cette diapositive, c'est une checklist à mémoriser par cœur pour l'EDN. C'est votre liste de drapeaux rouges dermatologiques. Devant l'une de ces situations, la sérologie VIH n'est pas une option, c'est une obligation de bonne pratique. Je la lis avec vous, c'est important. Toute infection sexuellement transmissible, un zonage chez un adulte de moins de 50 ans, des mycoses cutanées étendues ou qui récidivent sans cesse, la maladie de Kaposi, une dermite séborique du visage sévère et résistante, un psoriasis d'apparition brutale ou sévère, et enfin une porphyrie cutanée tardive. C'est une liste non négociable. On arrive à la fin, on passe en mode flash pour graver dans votre mémoire les points essentiels de cet item, ceux qui feront vraiment la différence le jour de l'épreuve. 4 points à retenir. 1. La primo-infection est le plus souvent symptomatique. 2. Un exanthème fébrile chez l'adulte doit systématiquement faire évoquer le diagnostic. 3. Attention à la fenêtre sérologique. Le diagnostic à ce stade repose sur la détection du virus lui-même par PCR ou de ses composants comme l'antigène P24, pas sur les anticorps. Et 4. La prise en charge est simple. Le traitement antirétroviral précoce est la règle absolue. Voilà, nous avons vu la théorie, la clinique, la biologie, les pièges et le traitement. Les connaissances, maintenant, vous les avez. Mais la vraie question, c'est de savoir si elles vont se transformer en compétences. La prochaine fois,
aux urgences ou en consultation, face à un patient avec un tableau compatible, ce sont ces quelques minutes d'analyse qui feront toute la différence. Serez-vous le médecin qui y pensera et qui changera le cours d'une vie? C'est tout l'enjeu.